à un moment donné, les opinions publiques en Europe vont se sentir atteintes de plein fouet dans leurs intérêts vitaux par l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Et à ce moment-là, on pourrait voir un retournement des opinions publiques qui jusque-là soutiennent la détermination américano-européenne anti-Poutine et anti-russe, mais dans un deuxième temps, ces opinions européennes pourraient changer d'avis à 180 degrés et dire que ça ne les concerne plus. Poutine l'attend, ce retournement. Il l'attend. Bonjour Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Ying. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Et je vous remercie de votre invitation. Et merci à vous aussi. Et aujourd'hui, en fait, déjà, vous êtes journaliste, vous êtes spécialisé en géopolitique et économie. Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine et aussi son impact sur l'Europe et le monde. Et tout d'abord, le 21 septembre, Poutine a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes en Russie. Et c'est la première fois, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale. Et certains disent que c'est un signe de faiblesse et d'un aveu d'échec. Et qu'en pensez-vous? Alors, je crois que les Occidentaux prennent leur mesure pour des réalités en pensant que cette mobilisation signale la défaite et la fin de l'aventure russe en Ukraine. En effet, Poutine a engagé très peu d'hommes lorsqu'il a commencé cette guerre le 24 février. Il a engagé à peu près entre 150 000 hommes, 180 000, tout au plus, et les Russes ont attaqué à 1 contre 3 les Ukrainiens. Or, quand on attaque, il faut que ce soit l'inverse. Il faut être 3 contre 1. Et malgré cette infériorité numérique, ils avaient eu d'excellents résultats grâce à leur artillerie. Les Occidentaux, ayant surarmé les Ukrainiens avec des canons ultramodernes et ayant par ailleurs envoyé aussi d'ailleurs des mercenaires et des officiers et des instructeurs pour encadrer les artilleurs ukrainiens, la Russie se retrouve un peu débordée. Poutine mobilise 300 000 hommes de manière à rééquilibrer numériquement l'armée russe par rapport à l'armée ukrainienne. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu. D'autre part, l'hiver arrive, il va un peu geler les combats, il va reprendre beaucoup au printemps. Mais Poutine, de toute façon, peut durer longtemps, parce que le peuple russe est très résilient, malgré certains opposants, dont l'Occident fait grand cas. Ce sont surtout des jeunes bourgeois des villes qui sont réfractaires, qui ont pris des billets d'avion pour s'exiler, ou, dit-on même, qui cherchent à se casser un bras ou une jambe pour échapper à la mobilisation. Mais Poutine fera surtout appel à des réservistes et à des populations de la Russie profonde. Et il a toute une Russie profonde qui est un vivier pour recruter des dizaines de milliers d'hommes. Et donc Poutine a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Mais c'est vrai que cette mobilisation de 300 000 hommes signale un nouveau palier dans l'escalade. C'est une aggravation de la situation. Cela tourne le dos aux négociations. Il y a là le résultat à la fois de la volonté de Poutine de ne pas perdre cette guerre et de la volonté de Washington de conserver un abcès
entre l'Europe et la Russie en éternisant cette guerre par une pluie de dollars et par des livraisons énormes de canons ultramodernes. D'autre part, par le concours du renseignement américain, par satellite, avions AWACS et drones qui jouent un rôle énorme dans la conduite de la guerre et par un encadrement étroit de l'armée ukrainienne par le commandement de l'OTAN, même si ce n'est pas officiel. Et donc, il y a là une escalade qui peut être extrêmement dangereuse, parce qu'en effet, avec l'annexion prochaine des 4 oblasts, la Russie peut considérer à un moment donné qu'elle est attaquée dans son sanctuaire territorial par l'armée ukrainienne et elle peut déclencher à ce moment-là des tirs d'armes nucléaires tactiques pour répondre à cette attaque ukrainienne. Là, on a un risque d'escalade considérable et dont on ne sait pas très bien jusqu'où ça peut aller. Et manifestement, Washington souhaite continuer la surenchère par un surcroît de dollars et un surcroît de livraison de canons ultramodernes. Donc, ça veut dire que la guerre va durer. Elle va être un peu gelée pendant l'hiver, mais elle va reprendre intensivement au printemps prochain. Et on ne sait pas vers quoi tout ça peut mener. Il est certain que l'effondrement du régime de Poutine ne semble pas pour l'instant d'actualité. Malgré les émeutes de ces jeunes bourgeois des villes qui ne veulent pas aller à l'armée, malgré une situation économique russe qui, sans être catastrophique, souffre quand même des blocus, mais pas autant que les Occidentaux l'auraient voulu, puisqu'il y a des ponts commerciaux entre la Russie et la Chine, et entre la Russie et l'Inde, donc qui tempèrent les effets des sanctions économiques. Néanmoins, on peut dire que pour Vladimir Poutine, il y a l'assurance d'une certaine stabilité de son régime. Et tandis que maintenant, Zelensky affirme que les buts de guerre de Kiev sont non seulement la reconquête du Donbass, mais même de la Crimée aussi. C'est dire que cette rhétorique tourne le dos complètement à tout esprit de négociation. Je crains que cette guerre dure, je crains que cette guerre conduise à une escalade incessante. Je vois que même Pékin et New Delhi maintenant demandent à Poutine de se tempérer, mais il faudrait que des pays d'Occident disent à Washington de tempérer aussi ses ardeurs, puisqu'il ne faut pas être dupe. Le régime de Kiev ne tient que par le soutien financier massif de Washington et par le soutien logistique massif de Washington grâce aux HIMARS et autres canons ultramodernes qui ont permis la contre-offensive ukrainienne. Et vous pensez que vraiment Poutine, il est prêt de lancer une guerre nucléaire? Alors, il n'est pas impossible qu'il utilise des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des armes du champ de bataille, à savoir des mini bombes atomiques qui font des dégâts sur quelques kilomètres autour. Donc, ce ne serait pas une guerre avec des armes nucléaires stratégiques anéantissant New York, etc. Le problème, c'est que l'emploi des armes nucléaires tactiques n'a encore jamais été réalisé. Donc on ne sait pas bien à quoi ça mènerait ensuite, à quels enchaînements. Mais Poutine n'est pas prêt à tirer sur New York. Hein. Il n'est pas... Et d'autre part,
Je rappelle que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc, l'OTAN n'est pas censée être concernée si Poutine fait ça en Ukraine. Mhm. Et selon vous, parce que Macron utilisait le mot impérialisme et des colonies, est-ce que selon vous, Poutine, c'est quoi son but en fait de lancer cette guerre et c'est quoi ce qu'il veut vraiment? Alors, ce qu'il veut, Poutine, c'est mettre un coup d'arrêt à l'hégémonisme américain. Poutine voulait justement préserver l'Ukraine d'une mainmise américaine totale et Poutine voulait la neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire sa démilitarisation, ce qui a été refusé. Macron parle d'impérialisme et de colonialisme, mais c'est absurde. Il n'y a pas d'impérialisme et de colonialisme. La Crimée est russe. Elle l'est depuis le XVIIIe siècle. La Russie est rentrée dans ses possessions, si je peux dire, avec la Crimée. Ce n'est pas de l'impérialisme et du colonialisme. La partie est de l'Ukraine est russophone et voulait justement ce que lui avaient garanti les accords de Minsk en 2014-2015, voulait pouvoir parler le russe. Kiev a refusé d'appliquer les accords de Minsk et la France, l'Allemagne, qui avait signé ces accords avec l'Ukraine et la Russie, n'ont pas veillé à leur application. Là encore, les Russes sont sur une position défensive, ne sont pas des impérialistes colonisateurs. Donc, ce que dit Macron n'a pas de sens. C'est absurde. Ce sont des mots dont il se gargarise volontiers, mais qui ne correspondent pas à une réalité. Et il veut avoir l'air de jouer un rôle en se gargarisant de mots, alors que dans la réalité, il ne pèse pas. Il voudrait peser, d'autant qu'il avait l'ambition d'être un grand leader européen. Finalement, il se sent dépossédé de ce rôle par une von der Leyen qui est omniprésente et qui le met lui au second plan. Donc, il fait des déclarations. Mais je crois que ça n'a aucune importance en réalité. Mhm. Et comment voyez-vous le destin de Poutine? Parce que récemment, quand même, la Russie a perdu la bataille. La Russie, hein, comment? A perdu. A perdu la bataille. Alors, elle a perdu une bataille. Est-ce qu'elle a perdu la guerre? Voilà la question. Il faut voir une chose. D'abord, l'armée ukrainienne a eu des pertes énormes en attaquant, parce qu'on a plus de pertes souvent quand on attaque que quand on se défend militairement. D'autant que cette armée a traversé des plaines où elle était exposée à l'aviation russe, aux missiles russes et aux canons russes. Donc, elle a une grosse perte. Cette armée ukrainienne est donc elle-même soumise à la lassitude et à l'usure, tout autant que l'armée russe. L'armée russe, elle a de la réserve. Au départ, Poutine a engagé à peu près 130 000 hommes. L'armée russe, c'est 800 000 hommes. Poutine a voulu garder des forces de réserve pour tenir toutes les frontières et tenir en respect l'OTAN, mais s'il veut augmenter son effort, il peut le faire sans difficulté. D'autre part, le peuple russe est quand même très résilient. Il a montré au cours de son histoire et il est encore résilient. Donc je crois que cette guerre pourrait durer longtemps. Poutine, me semble-t-il, n'est pas du tout sur le point de perdre le pouvoir. Il est en train de commencer à donner des gages à son extrême droite nationaliste, ce qui n'augure pas bien de l'ouverture de négociations. Et Poutine va poursuivre son effort de guerre, qui va être quelque peu gelé par l'hiver, mais qui va reprendre au printemps.
Donc, en réalité, cette guerre pourrait durer. Je ne pense pas que Poutine soit au bord de perdre le pouvoir. Mais selon le président des États-Unis, Biden, il a dit que personne n'a menacé la Russie. Alors, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Lorsque le rideau de fer est tombé en 1991, il y avait eu un accord entre James Baker, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'époque, et représentant donc le gouvernement américain, et Gorbatchev. Baker avait dit à Gorbatchev, l'OTAN ne s'étendra pas à l'Est. Gorbatchev avait eu le tort de ne pas demander un accord signé. Ça a été un accord oral. L'ancien ministre français Roland Dumas a attesté comme témoin direct de ces accords verbaux. Le ministre Hubert Védrine dit aussi la même chose. Mais il est vrai que à partir du moment où le pacte de Varsovie se dissolvait et où, en plus, l'Union soviétique se disloquait, l'OTAN n'avait plus de raison d'être, puisque l'OTAN est une alliance atlantique construite pour faire face au pacte de Varsovie. Cette dissymétrie a commencé à se développer au cours des années 90 et 2000 par l'intégration à l'OTAN de toute une kyrielle de pays européens qui a fait que les frontières de l'OTAN se sont rapprochées de la Russie, voire leur juxtées. À partir de là, les Russes ont eu un sentiment d'être assiégés. Alors on va dire c'est de la paranoïa, ces Russes sont fous, et ils ont une tradition délirante, etc. Néanmoins, ils l'ont vécu comme ça. Alors ils l'ont d'autant plus vécu comme ça que les casernes américaines se sont installées dans tous ces pays-là. Donc les Russes se sont retrouvés avec des garnisons américaines de l'OTAN ou toutes proches. Donc, à un moment donné, Poutine a considéré qu'il fallait réagir et l'Ukraine est un élément stratégique tel que Zbigniew Brzezinski l'avait théorisé dans son livre Le Grand Échiquier en 1997. Il avait dit si l'Ukraine tombe, la Russie tombe. Donc là, l'Ukraine, c'est un élément stratégique que Poutine a voulu préserver d'une intégration à l'OTAN et en tout cas, au moins déjà d'une militarisation à outrance sous égide américaine. C'est pour ça qu'il faut bien considérer que les torts sont partagés dans cette invasion de l'Ukraine. Certes, Poutine s'est peut-être aventuré exagérément en envahissant une partie de l'Ukraine. Néanmoins, il avait certaines raisons de le faire et ces raisons se sont développées pendant les années 90 et 2000. Et Washington n'a pas voulu, en réalité, que les pays d'Europe se rapprochent trop de la Russie, parce qu'en effet, il y aurait une synergie économique et financière absolument phénoménale entre 450 millions d'Européens à haut pouvoir financier, éducatif, technologique, et 17 millions de kilomètres carrés de la Fédération de Russie, bourrés de matières premières. Il y aurait là une synergie qui ferait de cet ensemble eurasiatique un ensemble surplombant sur le plan économique et financier et qui ferait une rivalité surplombante face à l'économie américaine. Donc la préoccupation constante de Washington, c'est de mettre un fossé entre l'Europe et la Russie.
Mhm. Comme vous dites, en fait, après la guerre froide, la politique des États-Unis et voire l'Europe, il essaye de faire, cherche à faire tomber la Russie, en tout cas à affaiblir la Russie. Et est-ce que vous pensez que c'est une politique, c'est une erreur en fait de considérer la Russie comme un ennemi? Alors, c'était une très grave erreur. Il faut savoir que lorsque Poutine arrive à la tête de l'État russe en 2000, après avoir été Premier ministre en 1999, il a pendant plusieurs années tendu la main à l'Occident et à l'OTAN. Il a souhaité que la Russie intègre l'OTAN. Il a souhaité que les pays d'Europe et la Russie développent leurs liens. Et il voulait en réalité une sorte de sainte alliance face aux dangers islamistes. En effet, il y a eu les deux guerres de Tchétchénie, il y a eu du terrorisme islamiste en Russie, et puis on voit la poussée islamiste qui s'est développée, et la Russie notamment a des craintes liées au Caucase et liées au Moyen-Orient, qui sont ses arrière-cours ou le sud de la Fédération de Russie pour les pays du Caucase Nord. Du coup, Poutine, voyant que sa main tendue était refusée obstinément par Washington et par ses vassaux européens, car il faut bien dire que les pays d'Europe sont vassalisés complètement par Washington, et depuis la disparition du général de Gaulle, il n'y en a pas un qui véritablement fait quoi que ce soit de sérieux pour que ça change. Eh bien, à partir de 2007, il a renoncé complètement à tendre la main encore à l'Occident et il s'est tourné vers la Chine. Donc, on peut dire que Washington a jeté la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est dramatique parce qu'en effet, au lieu que se constitue un ensemble américano-européo-russe qui puisse fabriquer une architecture de sécurité à l'échelle planétaire, eh bien, on a une césure, un fossé entre l'Occident et la Russie, et on a une Russie qui rejoint le camp de la Chine de Xi Jinping, donc la Chine communiste. Alors cet ensemble, cet axe Moscou-Pékin est un axe, je dirais, toxique, dans le sens que ça donne à Xi Jinping un regain de puissance dans le jeu international. Donc, en ce sens, la politique de Washington a été désastreuse depuis la chute du mur de fer. Pourquoi cette politique? Parce que les États-Unis, enfin Washington, l'État profond américain, c'est-à-dire un noyau de hauts dirigeants qu'on ne voit pas, qui agissent dans l'ombre, mais qui contrôlent largement l'État profond et notamment les services de renseignement, les 14 agences de renseignement, ces hauts fonctionnaires, ces hauts personnages veulent une hégémonie américaine sans partage. Est-ce que vous pensez maintenant la situation est grave? Oui, C'est-à-dire, oui, elle est grave. Elle est grave parce que là, on assiste à une escalade. Elle est grave parce que pour l'instant, on ne voit pas de processus de négociation se mettre en marche. Henri Guénaud avait fait dans Le Figaro un article où justement il faisait référence à la guerre de 14-18. Et il parlait justement des somnambules qui, les chefs d'État et de gouvernement qui en 14 ont laissé la situation se dégrader sans la contrôler et sans être vraiment conscients au départ de ce qu'ils faisaient. Quant à
à, à l'Europe, évidemment, mais enfin l'Europe là-dedans, c'est la victime. Elle est accablée de toutes les conséquences négatives. Un suicide énergétique, une Allemagne qui est complètement torpillée économiquement, d'autres pays d'Europe comme la France qui vont subir une inflation des coûts d'énergie phénoménale, etc. Donc, il y a plusieurs zones du monde qui auraient intérêt à ce que la négociation commence. Le pays qui est quand même le plus jusqu'au boutiste, ce sont les États-Unis. Pour l'instant, les États-Unis ont des bénéfices, au moins à court terme, qui sont substantiels. Et écouler le gaz naturel liquéfié qu'ils produisent au Canada et aux États-Unis. D'autre part, voir des rivaux économiques européens s'affaiblir, à commencer par l'industrie allemande, et puis affermir l'OTAN, puisque même l'OTAN est en voie de s'agrandir avec de nouveaux pays. Donc pour les États-Unis, actuellement, le bilan semble positif. Néanmoins, ce que l'on peut constater, c'est qu'à moyen et long terme, c'est le rôle monétaire du dollar comme monnaie de réserve qui va être de plus en plus remis en cause. Ça a commencé déjà avant, mais ça va s'accélérer, puisque que voit-on? À la faveur de l'embargo, Moscou, de plus en plus, libelle, disons, ses exportations en roubles ou en yuan ou en roupies indiennes, et on assiste à une accélération de la dédollarisation de l'économie mondiale. Et tout à l'heure, vous dites c'est l'Europe, en fait, c'est les Européens qui sont des victimes. Oui, Et oui. vous pouvez nous donner un peu plus de détails, c'est-à-dire victimes dans quel domaine et qu'est-ce qui va enchaîner peut-être cet hiver, comment ça va se passer? Et oui, victimes dans le domaine énergétique, donc industriel notamment. En effet, prenons l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, 45% du gaz qu'elle consomme, ou même 50%, venait de Russie. Le gaz russe était un gaz à bas prix. Tout ce qui arrive par oléoduc ou gazoduc coûte moins cher que ce qui arrive par bateau sous forme de gaz naturel liquéfié. Parce que le gaz naturel liquéfié, ça veut dire qu'il faut d'abord liquéfier le gaz pour le stocker sur les bateaux, ensuite le regazéifier une fois qu'il arrive au port. Tout ça, c'est très cher. Donc, ça fait un gaz très cher. Alors que le gaz russe, il arrive par gazoduc très facilement et il est beaucoup moins cher. Toute l'économie allemande a été basée sur une énergie pas chère, notamment le gaz russe. Le miracle économique allemand n'aurait pas été ce qu'il est sans le gaz russe. Donc se priver du gaz russe, c'est se tirer une balle dans le pied, et je dirais même dans la tête. C'est suicidaire. L'économie allemande va connaître des moments catastrophiques. D'ailleurs, les prévisions économiques commencent à intégrer ces conséquences-là. Mais l'Allemagne n'est pas la seule victime, puisque nous-mêmes, nous avions en partie bradé notre énergie nucléaire et on est en train de se réveiller et de comprendre qu'il faut remettre en route la moitié des centrales qui étaient à l'arrêt. Et il y a d'autres pays qui vont souffrir aussi beaucoup. Et alors tout le monde se tourne maintenant vers des pays comme l'Algérie ou les pays du Golfe pour avoir du gaz de substitution pour remplacer le gaz russe. Tout ça n'est pas très facile. L'Algérie est déjà pratiquement saturée de demandes. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, etc. Tous ces pays
ne peuvent pas augmenter leur production du jour au lendemain. Et donc, il y a certaines limites à tout ça. Donc, on va vers une énergie de plus en plus chère et donc vers des conséquences économiques récessives, puisqu'en effet, le substratum de l'économie, c'est l'énergie. L'économie, ça consiste à transformer une énergie en bien de consommation, et plus l'énergie est chère, plus l'économie souffre. L'Europe se tire vraiment des balles dans les deux pieds. Et tout ça par soumission à une politique américaine jusqu'au boutiste. Ah, et c'est-à-dire déjà pour le pilier économique d'Europe, Allemagne, elle va tomber, l'Allemagne. Ah ben, ça va être, pour l'Allemagne, ça va être un frein économique, une récession terrible parce que le temps de pouvoir installer tous les centres de retraitement du gaz naturel liquéfié pour le regazéifier, mais de toute façon avec des coûts d'énergie bien plus élevés, donc avec des prix industriels moins compétitifs, alors que l'économie allemande est très largement fondée sur l'exportation. Eh bien, pour l'économie allemande, ce sera un choc terrible, terrible, Mhm. terrible. Et vous pensez qu'il y aura vraiment une série de faillites qui Oui, arrivent oui, bientôt? oui. En Allemagne, mais pas qu'en Allemagne. En France, par exemple, aussi, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui vont pas pouvoir survivre face à la hausse du coût de l'électricité. Il y a déjà des secteurs où on réduit l'activité, voire on la ferme, cette activité, parce que l'électricité s'annonce trop chère et la rentabilité de ces activités serait anéantie. Mm, mm, mm. Et on peut s'attendre, le peuple, c'est-à-dire les Européens, euh, vont se révolter. Oui, alors, effectivement, le renchérissement du coût de l'électricité va peser très lourdement sur le budget des ménages en Europe. C'est au point que les gouvernements veulent subventionner en partie cette consommation d'électricité pour empêcher l'asphyxie des ménages. Néanmoins, les possibilités d'intervention des gouvernements ont leurs limites, d'autant que la hausse des taux d'intérêt va augmenter l'endettement des États. Alors du coup, à un moment donné, les opinions publiques en Europe vont se sentir atteintes de plein fouet dans leurs intérêts vitaux par l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Et à ce moment-là, on pourrait voir un retournement des opinions publiques qui jusque-là soutiennent plus ou moins la, 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 la détermination américano-européenne anti-Poutine et anti-russe, mais dans un deuxième temps, ces opinions européennes pourraient changer d'avis à 180 degrés et dire que ça ne les concerne plus, qu'elles ne veulent pas se paupériser uniquement pour défendre le régime d'Helsinki, le régime de Kiev, et que donc ces opinions européennes pourraient commencer à manifester leur opposition à l'implication des gouvernements européens contre la Russie. Poutine l'attend, ce retournement. Il l'attend. Mhm. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a une possibilité, il y aura des désaccords entre les pays européens, c'est-à-dire par exemple Allemagne, si jamais il voit ça va pas parce qu'on va, il va risque de mourir, il a dit non non maintenant ça y est, moi je vais voir avec la Russie, je vais changer ma position. Alors justement, l'opinion publique allemande peut parfaitement retourner sa veste, comme on dit, et faire pression sur son gouvernement pour modifier sa politique. Tout est possible.
Les pays d'Europe, les peuples d'Europe vivent dans le confort depuis longtemps et ont oublié ce que c'est qu'une économie de guerre. Or, le président Macron a dit que nous avons maintenant une économie de guerre. Qu'est-ce que c'est une économie de guerre? C'est une économie de pénurie. Alors, est-ce que les peuples européens, quand ils vont commencer à la vivre, cette économie de pénurie, est-ce qu'ils vont toujours considérer qu'il est important de soutenir Kiev contre Moscou? Et est-ce qu'ils ne vont pas faire pression sur leur gouvernement pour que ceux-ci changent de politique de manière à ce que les Russes puissent à nouveau alimenter en gaz les gazoducs qui vont vers l'Allemagne et vers l'Europe? Mhm. Et comment vous voyez, comment dire, l'ampleur de cette récession économique? Eh bien, cette ampleur risque d'être assez importante. La Fédération de Russie, avec ses 17 millions de kilomètres carrés bourrés de matières premières, est un énorme fournisseur en minerais, en métaux ferrés et non ferreux pour l'industrie mondiale. Je reprends l'exemple de l'aluminium. La Russie est un gros producteur d'aluminium. À partir du moment où des chaînes de production n'ont plus accès aussi facilement qu'avant à ces matières, à ces minerais, à ces métaux ferreux et non ferreux, eh bien, ces chaînes de production se voient soumises à des périls importants, soit des surcoûts, soit des pénuries, et donc des interruptions de production, et en réalité, un certain nombre de faillites de sociétés industrielles. Donc, la Russie détient un levier de puissance énorme avec ses ressources en matières premières. Et on peut aussi considérer cela du point de vue des céréales. L'Ukraine est un gros producteur de céréales, mais la Russie encore plus. La Russie a une production céréalière tellement importante qu'elle nourrit une partie de l'Afrique, du Moyen-Orient, etc. À partir du moment où les échanges sont bloqués par les situations de guerre et les ostracismes, les embargos, cela induit, et on le voit déjà au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, des risques de pénurie alimentaire graves qui peuvent ramener sur le devant de la scène des famines collectives catastrophiques. Les famines collectives, pratiquement, avaient disparu à partir des années 60. Il y a eu la révolution verte en Inde. L'Inde s'est mise à devenir autonome sur le plan alimentaire. Mais voilà que l'Inde, il y a quelques mois, a décidé de ne plus exporter son riz de manière à se préserver des aléas du marché mondial et à préserver sa population. D'autres pays sont sur le même chemin, pourrait-on dire, et on risque de voir réapparaître des famines à grande échelle en Afrique au Moyen-Orient qui conduiraient à la chute des régimes en place et à un remplacement de ces régimes, par exemple, par des régimes islamistes. Je pense à l'Afrique du Nord, qui n'est pas du tout autonome sur le plan alimentaire et qui, au contraire, est tributaire largement des importations de blé, de maïs et soja, etc. Je pense au Moyen-Orient aussi. Si ces régions sont accablées par des famines à grande échelle liées aux perturbations du marché mondial de l'agroalimentaire, ces régions risquent de tomber entre les mains des islamistes. Car en effet, ils profiteront des situations de détresse des populations pour propager un discours radical qui, évidemment, dans ces moments-là,
bénéficient d'un terreau favorable. Donc vous voyez comment tout ça peut entraîner une série de réactions en chaîne qui peuvent être dramatiques. C'est pour ça qu'il serait urgent de pousser les belligérants à la négociation. Mhm. Donc en fait, si je résume, en fait, cette guerre en Ukraine a conduit déjà, le premier temps, premièrement, c'est la crise énergétique, et après, il y a la famine, et Oui, aussi, il peut y avoir une vague de réfugiés aussi. oui, oui, Et aussi, tout à l'heure, vous dites déjà cette alliance entre la Russie, la Chine communiste, même Iran. Donc, c'est un pays terroriste communiste, c'est-à-dire c'est créer une alliance dangereuse. et oui, et oui. Euh, Vous voyez, je prends l'exemple de l'Iran. Bon, l'Iran est au seuil nucléaire, c'est-à-dire qu'il a déjà enrichi beaucoup d'uranium à 60%, et ensuite pour arriver à 90%, c'est-à-dire pour faire les bombes atomiques, c'est très rapide, de 60 à 90. L'accord de 2015 n'est apparemment pas en voie d'être mis en scène. L'Iran est dirigé par un régime de mullahs et d'ayatollahs qui, certes, exercent des répressions violentes, mais restent en place, sans doute à cause de ces répressions aussi, mais pas seulement, parce que l'embargo contre l'Iran suscite aussi un réflexe d'orgueil national aussi. En tout cas, si Poutine avait pu s'entendre avec l'Occident pour faire une architecture de sécurité à l'échelle mondiale. À ce moment-là, Poutine aurait fait pression sur l'Iran dès les années 2000 pour qu'il ne se lance pas dans la course à la bombe atomique. Et l'Iran n'aurait pas pu se soustraire à la pression de Moscou, d'autant que Moscou avait justement donné une aide en créant la centrale nucléaire de Boucher, ce qu'elle n'aurait pas fait à ce moment-là, etc. Vous voyez, donc l'architecture mondiale de sécurité n'a pas pu se bâtir sur des bases solides et saines, puisqu'il y avait ce rideau de fer à nouveau entre l'Occident et la Russie. Et du coup, la Russie, comme je disais tout à l'heure, va renforcer Xi Jinping, qui va pouvoir faire valoir devant le congrès du Parti communiste en sa réélection qu'il a un grand allié en la personne de Poutine et qu'il y a un ensemble, un axe Moscou-Pékin renforcé par un axe avec Téhéran, c'est-à-dire une alliance Russie, Chine, Iran, l'Iran étant une réserve énorme de pétrole et de gaz, et avec l'Inde qui, ma foi, navigue entre les États-Unis d'un côté et de l'autre la Russie, bien que pour ce qui est de la Chine, il y ait des tensions entre l'Inde et la Chine. Donc, c'est catastrophique tout ça, parce que la géopolitique mondiale verse dans une direction où les facteurs belligènes sont de plus en plus présents. La paix mondiale est de plus en plus menacée. du coup, quelle est votre vision sur le changement de l'ordre mondial? Alors, il y a un changement de l'ordre mondial, en effet. À partir du moment où Washington a rejeté la Russie dans les bras de la Chine, je dirais qu'il y a une modification du rapport de force, puisque la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, comme je disais tout à l'heure, bourré de matières premières. Tout ça s'en va plutôt vers la Chine, l'Inde et un certain nombre de pays d'Amérique latine et d'Afrique qui ne suivent pas Washington, hein, malgré les pressions. Et on va d'un système unipolaire qui était notamment celui des années 90, où les États-Unis étaient l'hyperpuissance mondiale, on va vers un système multipolaire dans lequel la Chine sera
un élément clé et l'axe Moscou-Pékin, un axe absolument clé. On a une polycentralisation du monde accélérée par la crise ukrainienne et on a d'autre part une accélération du processus de dédollarisation qui était déjà amorcé avant, mais qui s'accélère avec le fossé entre l'Occident et la Russie, puisque la Russie vend ses matières premières en roubles, en yuan ou en rupie, et ne les vend plus en dollars. Si bien que le commerce mondial comporte de plus en plus de composantes monétaires qui ne sont pas le dollar, et la Russie et la Chine préparent un nouveau système monétaire en accumulant de l'or métal. Ça fait déjà longtemps que ces deux pays achètent de l'or métal par le biais du marché de Hong Kong notamment, et le plus discrètement possible pour ne pas faire monter les prix, et de manière à avoir une encaisse or suffisamment énorme pour pouvoir y baser dessus des monnaies avec éventuellement un complément en minerais précieux notamment. Et donc, on s'achemine vers la constitution d'un nouveau système monétaire international qui ne serait plus fondé sur le dollar comme monnaie de réserve, mais sur le yuan et peut-être un panier de monnaie avec le rouble, le roupie. Et en tout cas, il y aurait au moins deux systèmes monétaires concurrents, mais il est certain que pour les États-Unis, à terme, c'est une menace considérable parce que la richesse américaine est très largement basée sur le rôle du dollar comme monnaie de réserve. À partir du moment où ce rôle diminue, voire disparaît, pour l'économie américaine, ce sera un trou d'air considérable. Elle en sera très affaiblie. Et je dirais que l'économie américaine ne pourra plus vivre à ce moment-là au-dessus de ses moyens. Donc il y a un enjeu monétaire énorme derrière tout ça. Et la crise ukrainienne est en train d'accélérer le processus de dédollarisation du monde. Mhm. Et pour le moment, dollar, c'est assez, comment dire, assez fort par rapport Oui, euro. pour l'instant, notamment parce que l'euro est faible. Et en effet, l'euro pâtit de ce que les économies européennes sont frappées de plein fouet par le renchérissement des prix d'énergie. Mais, dans un second temps, le dollar pourrait lui aussi pâtir, justement, de la dédollarisation des échanges commerciaux sous l'égide de Moscou et de Pékin et éventuellement de New Delhi. Donc, dans un premier temps, oui, le dollar profite, mais dans un second temps, il pourrait lui aussi suivre le chemin de l'euro. Mhm. Et tout à l'heure, on a parlé, cette guerre va fragiliser l'Allemagne. Oui, oui. Et est-ce que pour la France, quel est l'impact pour la France? Alors, l'impact pour la France sur le plan économique, il n'est pas bon. Pourquoi? L'Allemagne est notre premier partenaire commercial. La France exporte beaucoup en Allemagne et elle importe beaucoup d'Allemagne. Mais si l'économie allemande est défaillante, ça aura des répercussions négatives sur beaucoup d'entreprises françaises qui exportent en Allemagne. C'est un système de vase communicant. C'est un système cette économie mondiale fait que les économies sont très imbriquées les unes dans les autres, et quand une économie tombe, il y a un jeu de dominos. Donc pour la France, ce ne serait pas une bonne chose.
Cela dit, il y a eu un effet secondaire positif à cette crise du gaz, c'est que tout d'un coup, le gouvernement a modifié radicalement sa politique nucléaire, alors qu'il avait programmé la fin des centrales nucléaires à terme. Voilà qu'il a fait marche arrière et qu'au contraire, il se dépêche de remettre en service 45% des centrales qui ne marchaient plus et il programme la relance de la filière nucléaire. Ça, on peut dire que c'est un effet secondaire positif de la crise du gaz. Mhm. Et est-ce que, selon vous, c'est-à-dire déjà on a parlé de l'Allemagne, le déclin de l'Allemagne et aussi déclin, comment dire, l'ensemble de l'Europe. Oui, notamment l'Italie, qui est un pays industriel encore, malgré les ravages que l'euro fait sur les industries italiennes, françaises et espagnoles. Et il y a encore une industrie italienne qui exporte beaucoup. Et là aussi, les PME industrielles italiennes vont souffrir beaucoup de l'augmentation du coût de l'énergie. Et il en va de même pour les nôtres et pour celles de l'Espagne. Donc, l'Allemagne ne sera pas le seul pays à souffrir de l'inflation des prix de l'énergie. Pour les pays d'Europe, c'est une catastrophe. Et cette catastrophe, on aurait pu l'éviter en ayant des positions politiques étrangères vis-à-vis de la Russie plus avisées, non seulement depuis 2014, mais même avant 2014. Il aurait fallu faire pression sur Washington dès les années 90 pour que la Russie soit considérée comme un allié de l'Occident. Mais Washington ne le voulait pas. Et maintenant, on a toutes les conséquences qui tombent comme une avalanche. Il en sort de partout. Et pour l'Europe, c'est très mauvais. Et est-ce que déjà l'Europe, tout à l'heure, à part tous les, avec votre analyse, on peut dire l'Europe est désormais rentrée dans une période de mouvementée, c'est-à-dire chaos, des conflits? Oui, oui, parce que l'Europe, en effet, est confrontée à des menaces de diverses natures. Il y a la montée de l'islamisme radical en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il y a, comme je disais tout à l'heure, la menace de la chute de régimes en place qui seraient remplacés par des régimes islamistes qui seraient hostiles à l'Europe. D'autre part, l'Europe est tourmentée par une inflation galopante et cette inflation appauvrit les classes populaires et les classes moyennes, ce qui est de nature à compromettre la stabilité politique des pays d'Europe. Et il est vrai qu'il y a dans un certain nombre de pays d'Europe des communautés islamo-africaines très nombreuses qui sont de plus en plus hostiles et qui représentent à terme un risque d'affrontement à grande échelle, de guerre civile, comme d'ailleurs l'avait esquissé Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, quand il a quitté son ministère et qu'il a dit des communautés qui vivent côte à côte et qui pourraient être face à face. Or, on voit des attaques au couteau de plus en plus nombreuses, on voit des agressions dites gratuites et on voit bien aussi un antisémitisme qui n'est plus celui traditionnel, mais qui est celui d'origine islamique, qui fait qu'il n'y a plus de juifs dans le 9-3, par exemple, ou il n'y en a plus à Sarcelles. Donc il y a là des ferments de violence et d'affrontement de plus en plus importants, et c'est vrai pas seulement pour la France,
C'est vrai pour d'autres pays comme le Royaume-Uni, comme la Belgique. On a vu en Suède, il y a quelques mois, des scènes de guerre civile parce que 20% de la population suédoise vient d'Afrique quasiment. Et d'ailleurs, on a vu du même coup les résultats électoraux avec une montée de l'extrême droite en Suède. Pareil pour l'Italie, avec des élections prochaines. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont en interconnexion les uns avec les autres, d'autant que avec l'augmentation du coût de l'énergie, l'augmentation de l'endettement des États, qui vont être obligés d'aider les ménages, avec donc la paupérisation des États, ceux-ci ne pourront plus acheter la paix sociale aussi généreusement qu'ils l'avaient fait avant. Je dirais que notamment la politique française de subventionnement des banlieues était un moyen de calmer l'agitation et d'acheter la paix sociale. À partir du moment, et de même que le fait de fermer les yeux sur le trafic de drogue dans les banlieues, qui était aussi une façon d'acheter la paix sociale. Mais avec la paupérisation de l'État liée à l'augmentation des taux d'intérêt, donc l'augmentation du service de la dette, donc la réduction des marges budgétaires, donc la réduction des transferts sociaux et la paupérisation de certaines couches de la société, on a là des éléments d'incandescence, des éléments de conflit extrêmement importants. Et donc l'Europe va devoir faire face à des soubresauts internes et externes. Je dirais que l'Europe entre dans une période de grand danger. Et ben, avant de conclure notre interview, quel est votre conseil pour les Français justement en face de cette crise peut-être de longue durée? Eh bien, je donnerai aux Français le conseil d'abord de s'assurer du mieux possible d'une autonomie énergétique par les panneaux solaires, par l'isolement amélioré des murs contre le froid, en se dotant de double vitrage qui aussi arrête le froid. Je dirais donc en se munissant d'une autonomie énergétique de manière à pouvoir faire face à l'augmentation du prix de l'énergie. Et d'autre part, d'avoir des attaches avec les populations rurales pour pouvoir s'approvisionner en légumes, en fruits, en viande, etc., auprès de producteurs locaux, en court-circuitant la grande distribution, ce qui permet d'avoir des aliments moins chers et en pouvant ainsi mieux garantir des approvisionnements alimentaires qui pourraient aussi être perturbés par une inflation galopante et par des troubles divers qui seraient aussi de nature à nuire aux chaînes logistiques qui alimentent les grandes villes notamment. Ok, bah, merci beaucoup Laurent. Merci Ying.